Mais c'est pas vrai. Dans l'histoire, c'est une question de... c'est parce que le prophète a respecté la liberté de conscience des Juifs qu'il ne voulait pas les obliger à faire le djihad avec lui, à défendre la société à laquelle ils appartenaient. Et ils avaient le choix. Soit ils voulaient lutter dans les rangs de l'État musulman, et si ça leur plaisait pas, étant donné que leur confession n'avait rien à voir avec les convictions des musulmans, alors ils devaient payer un impôt pour que l'armée, c'est en fait au lieu d'aller lutter. Et donc, monsieur, quand on parle du juif, c'est avec toute cette histoire derrière nous. C'est une histoire de tolérance, c'est une histoire de protection. Nous avons toujours protégé les minorités. Nous n'avons jamais massacré dans l'histoire des musulmans. Et s'il y a eu des massacres, soyez sûrs que c'était dû à un despotisme qui ne faisait pas la différence entre juifs et musulmans. Ils ont massacré tout le monde. Oui. Et je vous assure qu'il y a un livre qui est très édifiant sur eux. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un musulman, c'est pas un chiite, c'est un juif qui l'a écrit, c'est un juif marocain, et qui s'appelle 2000 ans de vie juive au Maroc, et qui est écrit par Haïm Zafrani. Alors Zafrani c'est un livre qui dit combien les juifs se sentaient bien en terre musulmane. Donc, quand on parle, on a la conscience, on n'a pas les mains souillées par cette histoire de nazisme, et on le fait avec... on est serein. On est serein. Maintenant, antisionistes, oui, nous sommes antisionistes. C'est une question politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, on a le droit quand même de défendre les Palestiniens, on a le droit de dire, comme on défendrait n'importe quelle terre, n'importe quel peuple auquel on a spolié ses terres, on a jeté... C'est horrible ce qui se passe en Israël, et c'est pas parce que c'est des Juifs, c'est parce que c'est d'affreux despotes qui essayent Oui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et oui, excusez-moi, pour le mémorandum... Pardon ? Bon, on va passer à la question suivante. Je crois que... Attendez. Oui, juste un petit petite point, précision, monsieur, une petite précision. Je voulais dire que dans le mémorandum, mon père a parlé de la judéocratie dans le sens où l'histoire objective du Maroc a fait que les Juifs, étant donné que c'était une minorité au Maroc, les tribus, c'était des tribus avant, après c'était des clans, maintenant c'est des lobbies, il y a la modernité qui joue, ont toujours été un soutien, mais extraordinaire, pour le Marzen. Sauf Serfati, oui, mais... Oui, Serfati, mais il est en train d'être marzénisé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... comment? Peut-être bien, monsieur, mais oui, explique. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Haïm Zafrani. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est objectif, c'est normal, on ne leur en veut pas pour la simple raison que, à un moment, avant l'État, bon, je dirais, on n'a pas d'État moderne, mais disons l'État au vernis, avec le petit vernis moderne du Marzen actuel, avant, c'était un système de Siba et de Marzen. Il y avait les terres de Siba, c'est-à-dire la révolte, la dissidence, si vous voulez. Et quand il y avait ces périodes de dissidence qui étaient récurrentes dans l'histoire du Maroc, les Juifs étaient menacés. Pas parce qu'ils étaient Juifs, parce qu'il y avait des razzias entre les tribus. Quand c'était une tribu qui était plus grande qu'une autre, et ben on allait... et les Juifs en général formaient des tribus qui étaient minoritaires dans un bled ou dans une contrée. Et donc ils étaient obligés de se rapprocher du pouvoir. Je ne dis pas que c'est des affreux, des personnes affreuses... Et moi je les comprends, c'était un choix politique qu'ils ont fait. Bon, maintenant aussi, nous avons nos choix politiques. Et si nous parlons de judéocratie, nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Bon, le débat est véhément, il faut néanmoins qu'il soit organisé, donc c'est madame qui va poser la parole. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je vais essayer de simplifier. Non, parce que non, ça sera trois très bêtes. La première, votre association est financée par qui et qui la soutient? Parce que vous avez quand même besoin d'argent, même pour faire vos actions qui sont modestes.
La deuxième, c'est de savoir comment vous pouvez être contre le plan d'alphabétisation. Vous avez dit c'est une mystification puisqu'il ne s'agit pas de déchiffrer, mais par exemple d'envoyer les femmes à l'université. Et moi, naïvement, je ne conçois pas comment on peut aller à l'université sans être d'abord alphabétisé. C'est vraiment le premier stade. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment vous pouvez être contre ce plan. Et la troisième question, j'aurais voulu avoir une définition de la différence entre musulmans et islamistes. Parce que pour moi, qui ne suis pas formée à ces notions, je ne la comprends pas. Alors pour le financement, vous me rappelez un peu les... Oui. Alors le financement. Oui, alors il y a 3 points essentiels. Et c'est en fait quand un militant nous rejoint dans notre association, il y a un contrat d'adhésion qui comprend 3 points essentiels. Par définition, il adhère à ces 3 points, les 3 principes. Le premier principe, c'est la non-violence. Le deuxième principe, la non-clandestinité. Si nous avons été poussés dans une semi-clandestinité, ce n'est pas notre choix personnel. C'est l'État qui nous a acculés à cette semi-clandestinité parce que nous pensons très fort que la vraie action, une action qui est crédible, une action qui porte ses fruits, c'est une action qui se fait au grand jour. Tout ce qui se trame dans l'ombre ça peut porter à confusion et on peut en dire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas se défendre. Nous sommes pour la transparence totale. Nous avons été acculés à la semi-clandestinité. C'est semi parce que nous luttons pour que ça ne devienne pas une clandestinité et nous luttons en payant le prix fort. Nous allons en prison, mais nous sommes là, nous sommes visibles et nous ne comptons pas rester dans l'ombre. Troisième point, et c'est essentiel, le non-contact est essentiellement un contact matériel avec l'étranger, avec l'extérieur. Et c'est pour plusieurs raisons qu'on a choisi ce non-contact. D'abord, ça nous garantit une liberté de pensée. Et je vous assure, et c'est vrai que on nous perçoit, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, comme un mouvement politique, alors que nous sommes un mouvement de renouveau de la pensée. Mon père est quelqu'un qui est en train de bousculer ces écoles jurisprudentielles qui ont duré pendant 14 siècles. Nous avons beaucoup d'ennemis parmi les wahhabites, nous avons beaucoup d'ennemis dans toutes les écoles jurisprudentielles. Nous sommes considérés comme des... presque, je dirais, chez certains, pas tous, comme des hérétiques parce que nous sommes en train de dire l'ijtihad, la porte de l'ijtihad. Qu'est-ce que c'est l'ijtihad? En fait, c'est l'effort continu d'adapter le texte sacré au contexte actuel. C'est pas possible de marcher au XXIe siècle, nous sommes à l'orée du XXIe siècle, avec une jurisprudence qui a été faite au IVe ou au Ve siècle. Ça va à l'encontre de l'esprit même de la loi islamique, de ce que le prophète nous a enseigné. Bon, je reviens à votre question. Je disais donc, ça nous garantit une liberté de pensée. Personne n'a à nous dicter nos convictions, nos principes, et notamment, et surtout pas le wahhabisme saoudien, parce que j'estime que c'est ce réductionnisme a nuit à l'image de l'islam d'une façon incroyable, inimaginable. Je crois que ça a porté le coup de grâce à l'image déjà noircie de l'islam par différentes actions terroristes. Ils ont été acculés à ça, et puis la médiatisation qui se prête au petit jeu, etc. Et donc, ça nous garantit cette indépendance idéologique, je dirais, je sais que c'est péjoratif, mais pour qu'on se comprenne.